Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je le fais par devoir, parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Je place ma candidature en dehors des partis politiques. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet. Parce que c'est notre projet! Je veux conduire le redressement de mon pays et je veux réconcilier les Français. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Xavier Bertrand. Et si c'était Xavier Bertrand, le nouveau président de la République? En tout cas, le président des Hauts-de-France serait le candidat le mieux placé à droite face à Valérie Pécresse ou encore à Laurent Wauquiez, selon un sondage IFOP fiducial. Xavier Bertrand qui réduit l'écart avec Emmanuel Macron au premier tour. Et au second tour, Xavier Bertrand serait donné vainqueur face au chef de l'État et face à Marine Le Pen qui perd des points. Xavier Bertrand peut-il aller jusqu'au bout? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter et sur YouTube. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. 0826 300 300, venez en débattre avec Nicolas Corato qui est avec nous, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Son livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Venez en débattre avec Guillaume Bigot, politologue. Son livre Populophobie, c'est aux éditions Plomb. Tiens, Guillaume Bigot, qu'est-ce que vous répondrez à notre sondage? Tiens, où irait votre vote? Oui ou non? Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout, Xavier Bertrand? C'est quand même étonnant parce qu'on connaissait les vrais faux passeports, on savait aussi que les sondeurs pouvaient se tromper normalement avec une marge de 5%, là la dernière régionale c'est de 15%, mais là on découvre le vrai faux sondage, c'est-à-dire qu'en fait Xavier Bertrand, dans le sondage que vous citez, n'est pas du tout qualifié pour le second tour. Il a encore 7-8 points dans la vue, autant de la part de Marine Le Pen que de la part d'Emmanuel Macron. Mais il y a une telle envie du landerneau politico-médiatique de le voir au deuxième tour que voilà, on fait du saut de mouton par rapport à la réalité. On dit allez, on aurait dit qu'il serait au second tour. Et là, alors là, évidemment, miracle, il peut battre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est pour l'instant pas du tout au second tour. Donc c'est ça qui je trouve absolument étonnant. Enfin, dernière chose. Allez-y, Guillaume. Pourquoi les sondages se trompent? Surtout les sondages, la présidentielle à 1 an. À 1 an, c'était Juppé. Puis à 1 an, ça a été Édouard Balladur. Puis à 1 an, ça a été Nicolas Sarkozy, etc. Et à chaque fois, BGE si on remonte dans le temps, et à chaque fois, c'est jamais celui qui est désigné. Probablement parce que dans la psychologie des Gaulois réfractaires, comme tout le monde sait, il y a cette idée que quand le mainstream, lorsque le landerneau politico-médiatique veut faire du gavage d'oie et absolument nous imposer un candidat par sondage plus ou moins bidonné interposé, les Français se font un malin plaisir de voter contre. Donc peut-être que M. Bertrand avait une chance, mais enfin là, à force de l'imposer avec la technique bien connue, si c'était lui, je pense que ça va pas du tout réussir. Alors, vous avez raison, hein, Nicolas Corato, faut le dire, dans ce sondage, Xavier Bertrand n'est pas qualifié pour le second tour. C'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais on teste aussi Xavier Bertrand au second tour. Oui, mais on teste. Et pourquoi pas Arlette Laguillet? On teste Xavier Bertrand. Moi, je le redis, je suis quand même très surpris qu'on teste jamais Édouard Philippe. Oui. Ce serait intéressant de tester Édouard Philippe. Ce qu'il faut voir, c'est que Xavier Bertrand progresse dans ses sondages. Il prend 3 points, il prend 4 points selon les instituts. On voit bien qu'il y a une forme de dynamique pour lui. Alors une dynamique est certainement due, comme le dit Guillaume, à l'envie du système, l'envie médiatique, l'envie de représenter Xavier Bertrand. Et c'est vrai qu'on va avoir droit à de sacrées campagnes de presse favorables à Xavier Bertrand plutôt qu'à d'autres. C'est vrai qu'on aurait pu tester au second tour n'importe qui. On peut tester Jean-Jacques Goldman, Omar Sy. Je veux dire, tous ces gens-là n'ont aucune chance d'arriver au premier tour, comme aujourd'hui Xavier Bertrand, qui concrètement n'a pas la dynamique aujourd'hui suffisante pour arriver au second tour. On verra bien ce que ça donnera dans quelques mois. Mais c'est un homme qui a le vent en poupe, on va dire. Et la droite et un certain nombre de médias et peut-être une partie du bloc bourgeois qui attendait impatiemment d'avoir un autre candidat
qu'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron cumulait peut-être pour eux un certain désavantage, sont plutôt assez satisfaits de trouver un nouveau champion. Et c'est vrai que les nouveaux champions de la droite et du système médiatique, on les connaît. Il s'appelait Alain Juppé, par exemple, aux dernières élections, et on voit bien ce que ça a donné à peu près à la même époque. Où la Juppé-mania, ça a commencé à peu près à la même époque qu'aujourd'hui la Bertrand-mania. Donc on va bien voir jusqu'où ça va l'amener. Oui, alors concernant les sondages, c'est vrai que, en tout cas, les sondages, pas seulement l'IFOP, mais tous les instituts de sondage se sont un peu trompés quand même pour ces élections régionales. N'avaient pas vu une si forte abstention. Se sont trompés en donnant le RN potentiellement vainqueur dans plusieurs régions. Est-ce qu'on a un problème, Guillaume Bigot, avec ces instituts de sondage? Est-ce qu'on va avoir un problème dans les mois qui vont venir? Quelle crédibilité donner aux sondages? C'est très incertain, parce que précisément, vous le dites à juste titre, c'est qui a faussé le résultat, ce qui a creusé l'écart entre le sondage et la réalité, c'est l'abstention. Et donc, par construction, on ne peut pas préjuger de ce que les abstentionnistes vont voter, ni préjuger s'ils seront plus nombreux que prévu. On peut simplement dire avec de la prudence et du recul que les élections présidentielles ne sont pas des élections où il y a beaucoup d'abstentionnistes, ce sont les élections en général où les Français participent le plus, pour une raison simple, parce qu'ils ont vraiment une carte à jouer et que leur vote a véritablement un effet et qu'ils peuvent mesurer cet effet. Ils contrôlent un peu la situation. C'est l'élection qui donne le plus de pouvoir aux citoyens. C'est la raison pour laquelle c'est une élection où il y a le moins d'abstention. Alors là, vous avez raison aussi, l'écart, il existe toujours entre le sondage et la réalité. Mais l'écart, là, c'est vraiment, vraiment creusé. L'écart était parfois de 15 points entre le sondage et la réalité. Et donc, je répète, ce qui a permis cet écart absolument ahurissant, c'est l'abstention. Et donc, encore une fois, on ne peut pas faire parler, comme on ne peut pas faire parler les morts, on ne peut pas faire parler les abstentionnistes, on ne peut pas faire voter les abstentionnistes. On ne sait pas ce que va être. Voilà. Maintenant, on a bien vu le résultat de l'abstention. En fait, on a déjà une première indication, mais il faut la prendre un peu avec des pincettes, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner pour la France insoumise ou pour le Rassemblement national aux prochaines présidentielles, parce que grosso modo, les abstentionnistes, c'est plutôt là qu'ils allaient voter, et notamment le Rassemblement national. Pour le reste, point d'interrogation, mais normalement, l'électorat Macron, l'électorat République en marche, il l'a voté. Il vote en général, il est beaucoup moins abstentionniste. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose de vertigineux. Avoir un président, le parti du président qui plafonnerait en suffrage exprimé à 5, 6, 7% des suffrages exprimés en tenant compte de l'abstention, des suffrages globaux, et de l'autre côté, un président dont la cote de popularité qui n'est toujours pas le vote, c'est encore autre chose. C'est deux réalités différentes. La République en marche, c'est pas la même chose qu'Emmanuel Macron, et la cote de popularité, c'est pas la même chose que les votes en faveur d'Emmanuel Macron. Mais vous vous rendez compte, le parti présidentiel serait à 7% du corps électoral, et le président serait populaire à hauteur de 40%. Là, on a quand même un delta, un décalage qui est monstrueux. Nicolas Corato, c'est vrai, ne sous-estimons pas le Rassemblement national. C'est vrai que ce sont les électeurs du Rassemblement national qui ne se sont pas déplacés pour ces régionales. Oui, faut pas le sous-estimer. En même temps, le Rassemblement national est en train de devenir un parti comme les autres, c'est-à-dire un parti qui découvre que c'est difficile de mobiliser ses électeurs, un parti qui se retrouve peut-être face à une fronde de son propre électorat, peut-être une lassitude de son propre électorat, peut-être aussi un électorat qui trouve que la ligne choisie par Marine Le Pen est peut-être trop modérée, ce qui confirmerait que cet électorat est un électorat plutôt extrême. Et puis dire que ce parti est un parti qui se met à faire à vivre de la même manière que les autres partis. C'est-à-dire que quand dans un parti, après une défaite électorale, vous faites la promotion des types qui ont pris une veste. Regardez Jean-Paul Bardella qui prend une veste en Ile-de-France et devient le chef de ce parti. Ça prouve que le Rassemblement national est devenu un parti comme les autres. Mais c'est un parti familial aussi, c'est peut-être pour ça que Jordan Bardella... Non, je pense que c'est un parti comme les autres, c'est-à-dire où on promeut ceux qui prennent des vestes aux élections. C'est généralement, regardez l'histoire de LR et du Parti Socialiste, c'est un peu ce qui s'est passé pour ces deux partis dans les 15 dernières années. Jean-Noël est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Noël. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où Jean-Noël ?
À Villeneuve-Loubet. Bon, très bien, Jean-Noël. Alors, Xavier Bertrand peut-il aller jusqu'au bout? Alors évidemment, je rappelle, selon ce sondage IFOP fiducial, qu'il n'est pas qualifié pour le second tour, mais que l'Institut Sondage l'a testé au second tour et il battrait à la fois Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le président des Hauts-de-France. Jean-Noël. Oui, alors, dans l'absolu, oui, il peut devenir président parce qu'il faut que les Français aient un petit peu de mémoire, malgré qu'ils n'en aient pas trop. Regardez qu'on a pu élire monsieur François Hollande comme président et on a pu élire aussi monsieur Emmanuel Macron. Mais à partir de là, monsieur Xavier Bertrand, comme monsieur Muselier, comme beaucoup de ténors des Républicains qui se targuent d'avoir gagner les élections régionales et j'ai eu plastronne sur des plateaux télé ou dans la presse locale en province, ce qu'il faut qu'ils sachent quand même, s'il n'y a pas ce second tour avec le vote des Verts, des socialistes, de la France insoumise, en fait, tout ce qui racole pour eux de ce second tour, jamais ils gagnent. Jamais. À partir de là, maintenant... Vous voulez dire face à Marine Le Pen? Face à Marine Le Pen, mais dans les régions. Et à partir de là, dans les régions, on parle des régionales pour l'élection présidentielle, et à partir de là, les Muselier, les Xavier Bertrand, surtout Muselier, qui doit faire ça. Maintenant, il va falloir faire un chèque pour payer tous ces gens de gauche qui n'auront pas de strapontin, qui n'auront rien. Et ce que je veux dire par là, sur cette présidentielle, bien sûr qu'il peut gagner. Mais monsieur Xavier Bertrand, il a été fait par qui? Par monsieur Sarkozy. Et une fois, j'ai pris l'avion avec un des avocats de Sarkozy. Et il me dit, mais il a mordu la main du maître. Et regardez le retour qu'il a fait après sur Sarkozy. Les sarkozystes, les vrais sarkozystes, jamais ils vont marcher pour monsieur Xavier Bertrand. Ils ne marcheront jamais pour lui. Ils risquent d'être élus avec d'autres paramètres, mais ils ne marcheront jamais. Et monsieur Xavier Bertrand, on l'a vu au pouvoir, on l'a vu ce qu'il a fait. On a vu quand il a été ministre de la Santé, on a vu le résultat comme d'autres ministres. À partir de là, les Français, il ne faudra pas s'étonner. S'ils croient encore au Père Noël, comme les enfants de moins de 8 ans qui croient encore au Père Noël, continuons à voter à toutes ces personnes-là et on ira droit à la catastrophe. Vous voteriez pour qui, vous, Jean-Noël? Un candidat d'une liste citoyenne, par exemple? Moi, personnellement, je souhaite l'union des droites. On passe l'union des droites. Une vraie union des droites, avec un vrai projet, mais surtout dans les paroles et dans les actes. Vous pourriez voter pour Éric Zemmour, par exemple, s'il se présentait en septembre? Pourquoi pas? Éric, moi, je pense à mon avis, il a tout à perdre à aller cette présidentielle. Mais bon, après, il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais c'est un grand homme, et il est très connaisseur, et il est très pointu et très fin. Et d'ailleurs, les résultats de CNews au niveau de l'audimat, on le voit aujourd'hui. Alors, il fait de grandes audiences, pas assez ses spectateurs, ça ne veut pas dire de grands électeurs. C'est pas parce qu'on vend beaucoup de livres qu'on fait beaucoup de votes à l'élection présidentielle. Tiens, en réaction à ce que vous avez dit, Jean-Noël, j'aimerais faire réagir Nicolas Corato juste après Guillaume Bigot. Nicolas. Oui, peut-être dire que c'est vrai, vous avez raison avec Renaud Muselier qui doit largement son élection à la gauche qui s'est désistée en sa faveur. C'est pas le cas de Xavier Bertrand qui avait besoin de personne pour gagner la région dimanche dernier et qui a gagné au premier et au second tour sans aucun apport de voix de quiconque, qui est sorti effectivement comme un homme fort dans sa région, avec, on le rappelle, effectivement un taux d'abstention également record. Donc Xavier Bertrand ne doit rien à personne. Vous avez raison de dire que Nicolas Sarkozy, c'est un sujet important pour Xavier Bertrand, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui compte encore à droite, Nicolas Sarkozy, dont la voix porte, et l'animosité ou la rancune de Nicolas Sarkozy à l'endroit de Xavier Bertrand peut faire beaucoup de mal. Enfin, moi je dirais que il faut quand même regarder Xavier Bertrand aussi par rapport à ce qu'il propose. C'est un homme politique intéressant, c'est un homme politique qui a toujours été un peu en marge en termes de discours et même de profil. C'est pas un énarque, c'est quelqu'un qui vient du milieu privé. Et c'est un peu un velléitaire. On l'appellerait Monsieur Plus, vous savez, pour faire une référence à des vieilles pubs. C'est-à-dire que il a toujours dans sa valise un projet, un support, une idée que n'ont pas les autres et qui va un peu plus loin que les autres. Alors il faut voir si ça plaît aux Français, cette idée de ce monsieur un peu VRP qui sort à chaque fois qu'il y a un problème une mesure plus sécuritaire que les autres, une mesure plus budgétivore que les autres, une mesure au contraire plus économique que les autres. On verra ce que ça donne dans le débat public. Guillaume Bigot. Moi, je pense que en fait, il y a trois candidats qui sont des candidats, c'est ce qu'on peut les appeler de droite par rapport
parce que Jean-Noël nous a dit, c'est difficile à dire. En tout cas, il y a 3 candidats qui vont rester dans les clous de l'état de droit, c'est-à-dire du fait de rien faire contre, par exemple, les radicalisés, on ne peut pas les expulser, et la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ne vont rien faire contre l'immigration puisqu'on va rester dans Schengen. Ils ne vont rien faire dans la politique économique. Ils vont continuer à rembourser la dette dès lors que le Covid sera fini. Donc, il n'y aura aucune marge de manœuvre pour investir dans les technologies d'avenir. Donc, la politique qui est suivie par la France depuis 30 ou 40 ans, de déclassement de la France, d'effondrement de la France sur elle-même, va se poursuivre. Alors, ça, de toute façon, que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit M. Wauquiez, ou que ce soit M. Macron, ça sera exactement la même chose. La France n'est plus qu'un lander de l'Union européenne. Et ça va continuer. Mais le problème est très simple à comprendre, c'est que les Français ne veulent pas de Marine Le Pen parce qu'ils ont un peu peur d'une guerre civile. Ils ne veulent pas de la France insoumise parce qu'ils ont peur d'un crash économique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marine Le Pen ne veut plus sortir de la zone euro. Et en fait, le système est complètement figé, il est bloqué. Donc, on peut changer de politicien. Voilà, effectivement, il n'y aura plus Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à Xavier ? On change l'incarnation de la politique, mais pas la politique. Exactement. Et en fait, l'irruption, voilà, il pourrait se passer quelque chose s'il y avait effectivement ce populisme avait un nouveau visage. Ce visage ne serait ni celui de Marine Le Pen, ni celui de Jean-Luc Mélenchon, et pouvait ratisser très large. Probablement avec une coloration à droite, parce que le pays est plus à droite. Mais grosso modo, l'idée, c'est de renverser la table. S'il y a un nouveau visage et que la personne paraît à la fois crédible, rassurante, avec les épaules suffisamment larges, là, ça va marcher. Mais tant qu'il n'y a pas d'émergence de cette nouvelle figure, de toute façon, moi, personnellement, je ne sais même pas. Enfin, s'il y avait ce deuxième tour entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, ou Pécresse, ou Wauquiez, ou etc., ou Anne Hidalgo. De toute façon, ça sera pour faire exactement la même politique. Ça n'a aucun intérêt. Alors, Nicolas Corato, on ne vote plus en fait. Je reconnais là bien ton discours. Il y a une chose qui m'inquiète dans ce que tu dis. Malheureusement pas. C'est que tu fasses une différence entre des candidats de l'état de droit et d'autres. Mais Guillaume, quand on n'est pas candidat de l'état de droit, c'est qu'on n'est pas candidat démocrate. C'est-à-dire qu'on veut non plus la démocratie et l'état de droit, parce que l'état de droit, c'est ce qui nous protège. Alors on peut remettre en cause les conventions, il y a pas de difficulté à remettre en cause des traités européens, c'est très compliqué à faire, mais l'état de droit, dire qu'il y aurait des candidats républicains... Ça nous protège de qui? Non mais attends, laisse-moi finir. Par exemple, laisse-moi finir, Guillaume. Faire un clivage entre des candidats de l'état de droit et des candidats qui ne seraient pas de l'état de droit, excuse-moi, c'est faire un clivage entre des candidats qui sont républicains et démocrates et des candidats qui ne sont ni pour la République ni pour la démocratie. Alors, Nicolas, ça m'inquiète énormément sur le tu as suffisamment de culture juridique pour ne pas que je te rappelle que l'état de droit, le Rechtsstaat, est un concept allemand et que l'état de droit, par exemple le Troisième Reich, était tout à fait un état de droit. C'est-à-dire c'était le droit qui s'appliquait de manière stricte. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Le droit pour les nazis. La démocratie, c'est le peuple qui fait le droit. Et là, en l'occurrence, ce sont les juges qui librement... Non, tu ne peux pas faire de tels raccourcis. Le droit pour les nazis, c'est le droit primitif, c'est le droit des tribus germaines et ça n'est pas la loi. Quand on parle d'état de droit en France, on fait référence à la loi. Et aujourd'hui, pardon de te le dire, puissance de juges c'est très important. Cette critique contre l'état de droit, les lois. Non, mais cette critique contre des cours suprêmes, d'anciens politiciens comme le Conseil constitutionnel, des politiciens qui vont décider que telle et telle loi que veut le peuple ne s'appliquera pas. C'est complètement fou. Tu verses dans un complotisme délirant, Guillaume. C'est une bouffée délirante de complotisme, ce que j'entends. C'est un concept important. C'est la distance qui ne te va pas. La tradition républicaine française. Et quand on parle d'état de droit, on dit qu'on veut imposer des normes européennes aux Français qui n'en veulent pas. Et que la majorité des Français peut s'y opposer. C'est de toute façon, les juges feront ce qu'ils veulent. Quand on parle d'état de droit, on parle de démocratie et de liberté publique. C'est une expression antidémocratique. Il n'y a rien de plus antidémocratique qu'un juge. Guillaume Bigot, Nicolas Corato ont posé cette question aux internautes et nos auditeurs. Présidentielle 2022, Xavier Bertrand peut-il aller jusqu'au bout? Et c'est la question que l'on vous posait, Nicolas Corato, Guillaume Bigot. Nombreux à voter sur le compte Twitter de Sud Radio et cette réponse est un non. Non à 86%. J'aimerais remercier Jean-Noël d'avoir débattu avec Nicolas et Guillaume au 0826 300 300. Le débat, les voix de la politique à réécouter en podcast sur le sudradio.fr. Merci à Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Merci au politologue Guillaume Bigot. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Bismart, Stéphane Soumier et ses invités.